Salut mes Nakamas, c'est Eldog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 818 et cet épisode était un petit peu moins bon que l'épisode 817 et l'épisode 816. Faut dire qu'il y a 2 semaines ça avait quand même envoyé du pâté les épisodes, pourtant il s'est passé quand même pas mal de choses. On a eu le combat de Brook contre Big Mom, Pudding qui est complètement folle, qui fout sa main dans la tête de Reiju et l'arrivée salvatrice du paladin des mers. Bref, encore une fois, plein de choses à dire et c'est ce qu'on va voir dans la critique analyse de l'épisode de la semaine, l'épisode 818. Cet épisode 818 correspond à la fin du chapitre 851, c'est-à-dire aux 8 dernières pages, et avec l'épisode qu'on a vu la semaine dernière ainsi que le teaser, j'attendais énormément de cet épisode. Pourquoi? Parce qu'il y avait le combat entre Brook et entre Big Mom qui n'était pas présent dans le manga. Enfin si, il était présent, mais il n'a pas été détaillé, on n'a pas vu les passes d'armes entre Brook et Big Mom, et je me disais que vu que le fruit du démon de Brook a l'air d'être un petit peu l'antithèse, le contre-naturel du pouvoir du Big Mom, c'est exactement ce qui s'est passé entre Eneru et Luffy. Luffy ayant le fruit du caoutchouc, il était insensible à l'électricité qui était dégagée par Eneru, et là je me disais bah il y a moyen de mettre quelque chose en place. En plus on sait que Brook est quelqu'un qui peut être un très bon épéiste, même s'il est loin d'avoir le niveau de Zoro. C'est le premier combat qu'on a d'un Mugiwara contre un empereur, et aussi on sait que Brook est très salace envers ses blagues, et j'imaginais bien qu'il allait faire quelques petites blagues, par exemple sur la culotte de Big Mom ou plein d'autres trucs, comme on a vu un petit peu tourner sur Twitter. Il y en a un qui m'avait fait très drôle, où tu voyais Big Mom qui disait à Brook, Brook t'es quand même quelqu'un qui a des couilles, puis Brook qui dit yo ho, 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 je n'ai pas de couilles, tu vois, le truc est vraiment très drôle. Donc je pensais qu'il allait avoir un petit peu d'humour là-dedans, et malheureusement le combat a été énormément fade. Il y a aussi le fait que la semaine dernière, on a eu un combat entre Pedro et Tamago qui était absolument superbe, qui était hyper dynamique, et il y avait des mouvements de caméra qui étaient assez folles. Et là, même si ces mouvements de caméra ont été repris, c'est-à-dire que Brook s'aperçoit qu'il y a peut-être en allant vraiment très vite, comme on le voit à un moment avec ses jambes, il court partout sur les murs, qui peut atteindre un angle mort et pouvoir attaquer Big Mom. Et ça, malheureusement, ce n'est pas bien utilisé. Le fait qu'il y ait Zeus et aussi Prométhée qui permettent de ne pas avoir d'angle mort et de pouvoir attaquer Brook au moment où il allait lancer son attaque, eh bien ça manque de punch. Et même les attaques d'éclair de Zeus et les attaques de feu de Prométhée, on ne sent pas une puissance, on ne sent pas un niveau empereur. C'est ça qui a manqué à cette bataille. C'est-à-dire que quand on est à Marineford et qu'on voit un moment Barbe Blanche péter les plombs et faire une attaque, on a peur pour les autres. Que là, Brook, eh ben, on sentait qu'il se prenait 1 ou 2 coups, mais on se disait pas, c'est pas ça qui va lui rétamer la bouche, quoi. Et pourtant, tu vois Brook qui est au niveau du sol, et il y a quelque chose au niveau de la puissance qui a été mal géré, qui a été mal traité. Par contre, ce qui a été très bien fait, c'est le dialogue qu'il y a eu entre Brook et Big Mom. À un moment, t'as Brook qui est en train de parler, et il parle de Big Mom en tant que jeune fille. C'est vraiment classe, et il faut bien se rappeler quand même que Brook est quelqu'un de très vieux, et il y a tout un jeu là-dessus. Même le fait qu'ils disent, et on voit une certaine maturité au niveau du personnage, il comprend, il est peut-être même l'un des seuls à vraiment avoir compris la décision de Senji. C'est-à-dire que lui, quand il est venu pour le sauvetage de Senji, il savait que le sauvetage était absolument impossible. Et donc, il veut mener à bien la mission qu'il a, c'est-à-dire faire une copie des road poneglyphes et des poneglyphes. Et là, malheureusement, c'est un petit peu mal barré parce qu'il n'a pas eu le temps de faire la copie alors que Big Mom est arrivé. Et il le dit bien à Big Mom. Il dit je connais Senji, je sais que ce mec-là est un gentleman, je sais qu'il s'est sacrifié il a sacrifié l'amitié qu'il avait envers l'équipage, il a sacrifié sa nouvelle famille pour justement les sauver, et il sait que Senji ne pourra plus revenir. Et là, t'as Big Mom qui dit quelque chose d'assez excellent, et il dit bien, si pour toi, le fait que un Senji ne revienne pas est pour toi la pire des choses, eh bien il existe quelque chose qui est encore pire, c'est tout simplement la mort. Et là, de dire ça à Brook qui a le fruit justement de la résurrection, et Brook qui dit de toute façon nous on sait qu'on était déjà condamnés, donc on est venu déjà dans l'optique de mourir. Je trouvais qu'il y avait quelque chose qui était vraiment... Il
il y avait quelque chose au niveau de la badassitude, au niveau de son caractère. On est loin du ressort comique de Brooke qui est avec Chopper ou qui est avec Usopp, où on l'entend toujours faire des yo-ho-ho-ho, de faire des petites blagues. Là, on avait vraiment quelqu'un qui était hyper sérieux. Et c'est vraiment dommage parce que j'ai oublié d'en parler, mais par exemple, quand il fait son solo de guitare, parce qu'il sait que Zeus et Prométhée, ce sont des morceaux d'âme qui ont été mis à l'intérieur d'un nuage et à l'intérieur d'un feu, eh bien il pensait pouvoir les neutraliser, sauf qu'à l'intérieur, ça doit être l'âme de Big Mom qui a directement mis, et l'âme de Big Mom est tellement puissante que lui, il ne peut absolument rien faire. Le fait aussi qu'on ait eu ces sortes de petits rayons verts qui, moi, m'ont fait énormément penser à Ghostbusters, il y avait un truc qui était là, mais ça n'a pas été développé à fond. Et ça, pour moi, ça a été vraiment le gros gâchis de cet épisode, parce que tout ce qui se passe après, et surtout ce qui s'est passé entre Reiju et Pudding, ça, par contre, c'était superbe. La gentille Pudding qu'on connaissait est devenue complètement machiavélique, est devenue complètement folle. On le voit avec son visage, on le voit aussi avec son troisième œil. Et là, on voit qu'elle a un pouvoir, qu'elle a mangé aussi un fruit du démon qui est le Memonomi. Et dans le manga, on l'avait vu ça, c'est-à-dire qu'on le voyait qu'elle mettait la main à l'intérieur de la tête et qu'elle ressortait la mémoire qui est faite comme une sorte de film de cinéma. Et ce qui est vraiment bien dans cet épisode, c'est qu'on comprend toute la douleur de la personne qui a la main dans la tête. C'est-à-dire que dans le manga, c'était montré en quelques cases, on voyait qu'elle souffrait un petit peu, Reiju, mais pas plus, alors que là, on voit qu'elle hurle, on voit que Pudding prend un malin plaisir à les détruire presque la psyché, la pensée, les souvenirs de la personne. Et là, on voit quand elle fouille, puis que là, elle se met à défaire comment ça s'appelle, le film. D'ailleurs, je sais pas pour vous qui ne connaissiez pas le pouvoir de Pudding, comment vous l'avez... Qu'est-ce que vous imaginiez qu'elle faisait avec la main dans la tête? Est-ce qu'elle allait ressortir un morceau de cerveau carrément? Enfin bref, c'était vachement bien fait. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est qu'à un moment, on était à travers les yeux de Reiju. C'est-à-dire qu'on la voyait marcher, on la voyait prendre la balle, et après, on voyait Pudding, et ça, c'était vraiment... mais ah là là, j'ai adoré ce passage, en plus avec la musique, le fait aussi qu'elle fasse des coupures et qu'elle vienne mettre des nouveaux souvenirs qu'elle crée, c'est fou. Franchement, j'ai adoré cet épisode, rien que pour ça, le passage était vraiment bien fait, et elle annonce bien que le mariage va être la mort pour les Vinsmoke, parce que tous les Vinsmoke vont mourir, ainsi que Senji, et comme les souvenirs de Reiju ont été transformés, elle ne pourra pas alerter ses frères. Et ce qui est vraiment très très bien, c'est que même si Pudding avait envie de tuer Reiju, elle ne pouvait pas le faire, parce que si elle la tuait, ça allait... Les Vinsmoke allaient quand même se poser des questions, parce que même si c'est des gros cons qui sont en train de prendre du café, qui sont en train de boire du thé, et qui sont en train de parler de leur futur projet, alors que tout autour ils sont espionnés, s'ils n'avaient pas vu leur sœur, ils se seraient quand même posé une question. Et là, la pauvre, c'est que elle va aller à l'infirmerie, comme on le voit justement dans le teaser, et elle va se souvenir de rien. Alors par contre, la seule personne maintenant alors par contre, je sais pas s'il était là jusqu'au bout, mais à un moment, on voit en zoom arrière, c'est-à-dire que Senji est parti. Et il est parti à quel moment? Je crois que dans l'épisode précédent, il était là quand justement Pudding allait annoncer que tous les Vinsmoke allaient mourir, et que même lui, il allait se prendre une balle dans la tête. Donc, qu'est-ce qu'il va faire exactement? On ne le sait pas, parce que Pudding, c'était son rayon de soleil, c'était la chose qui lui permettait d'accepter le sacrifice qu'il est en train de faire, et le fait que le fait que Nami et aussi Luffy soient emprisonnés. Et là maintenant, s'il est au courant que les Vinsmoke vont mourir et que lui, il va mourir, ça veut dire que le marché qu'il a mis en place avec Big Mom, eh bien, ne va plus être possible. Et donc maintenant, il faut absolument qu'il sauve, faut qu'il se ressaisisse, faut qu'il sauve Luffy et Nami. Sauf qu'il y a quand même quelqu'un qui est venu et qui va les sauver à sa place. Et là, c'est qui est revenu? C'est tout simplement Jinbei, le paladin des mers. Donc, on voit qu'il a ses deux pieds, on voit qu'il a ses deux bras, et on voit aussi qu'il a encore son cou et sa tête. Donc, il n'a pas tourné la roue. Et comment Opera le regarde, ça montre qu'il fait toujours partie de l'équipage de Big Mom.
Sauf que vu le coup de poing qu'il a foutu dans le ventre d'Opéra, je pense qu'il y a de la trahison dans l'air. Donc tout ça pour dire que oui, Jinbei il est arrivé. De toute façon, il y avait eu le journal qui avait annoncé que Jinbei avait refusé de faire la roulette. Donc ça maintenant on le sait. Et là, il est en train de sauver Luffy et Nami. Luffy qui était prêt à se dépouiller les bras. On voit d'ailleurs la mentalité complètement folle de Luffy. Et Nami qui est à côté et qui était en train de hurler. Et qui allait se faire d'ailleurs un petit peu torturer par Puera. C'est-à-dire que Jinbei il arrive au point nommé. Luffy est libéré. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Ça, c'est une très bonne question. On voit que dans le teaser de la semaine prochaine, ça va être surtout centré sur Senji qui va parler à sa soeur. Et on voit qu'il y a aussi un flashback. On va peut-être apprendre des trucs aussi sur sa mère. Donc vraiment du très très bon. Même si cet épisode était un petit peu en deçà des autres, il est quand même mieux que la moyenne des épisodes qu'on a pu avoir par exemple au niveau de Dressrosa. Donc il y a toujours cet espoir que la Toei fasse du très très bon boulot pour la suite. La semaine prochaine il y a un épisode. Par contre on va arriver sur les fêtes de Noël, donc je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire la critique analyse du prochain épisode, parce qu'il y a un chapitre qui va sortir en fin de semaine. Donc voilà, j'espère que vous aurez bien apprécié cette critique analyse d'épisode. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, parlez-en autour de vous. Et surtout, n'oubliez pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.